Je m'appelle Renaud Chevalier, je suis le directeur de l'offre agile chez Xebia et mon métier c'est coach agile. Nous sommes ici pour 15 minutes et dans 15 minutes je vous fais une promesse. Vous aurez une méthode clé en main, simple, actionnable pour identifier des tribus dans votre contexte. Mais pas n'importe quelle tribu, des tribus qui apportent de la valeur. Le concept de tribu. Il y a plein de slots aujourd'hui dans la Xebicon qui parlent de tribus. Je vais pas revenir sur le concept. C'est quelque chose qui maintenant est largement diffusé. Il y a un bon niveau de connaissance dans les différentes entreprises. C'est quelque chose qui est apparu il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y a une révolution qui a été publiée par 2 coachs agiles chez Spotify pour présenter ce concept, l'histoire des tribus, des équipes autonomes, des squads, les feature teams et ainsi de suite. Et depuis 5 ans, dans toutes les transformations agiles que l'on rencontre, nous, chez Xebia, on parle de tribus. Je parle de tribus quasiment tous les jours dans toutes mes interventions. C'est quelque chose qui est largement diffusé. Le problème avec les tribus, quand on commence à se dire on va mettre en place des tribus dans son organisation, c'est quel est mon produit ? Et quand vous avez des organisations de 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes, identifier une tribu de moins de 100 personnes, eh bien c'est compliqué, c'est complexe. Et si vous voulez éviter de tomber dans les effets de feeling, dans les effets de politique, dans les différentes contraintes liées au système d'information, à la hiérarchie et autres, eh bien il y a des méthodes. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une méthode en 4 étapes pour identifier les tribus dans votre organisation. Cette méthode, elle est basée sur l'étude des flux de valeurs. Les flux de valeurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qu'on a été pioché dans SAFe, qui l'a réutilisé et qui l'a très très bien documenté pour pouvoir identifier ces trains. Et le concept est le même. Première étape pour identifier une tribu, justement, identifier ces flux de valeurs. Plutôt que de vous parler de grands concepts, je vais prendre un exemple concret, un retour d'expérience d'un cas client, je ne le citerai pas, où on est dans le cas des particuliers. Les particuliers, imaginez que vous ayez à déménager, que vous ayez besoin d'avoir de l'électricité chez vous. Comment ça se passe en tant que particulier pour pouvoir ouvrir un compte chez un fournisseur d'énergie ? Eh bien, vous avez des grandes étapes. L'entreprise va se mettre en activité, va se mettre en marche pour pouvoir vous fournir de l'énergie. Première étape, vous allez avoir une forme de gestion du prospect. Il y a un client qui a fait une demande, justement, d'avoir un compte, d'ouverture de compte. Donc, l'entreprise va gérer le prospect. La deuxième étape, c'est très macro, ce que je vous raconte là. La deuxième étape, c'est qu'il va y avoir une qualification du besoin. Il va y avoir des conseillers qui vont communiquer avec le prospect pour pouvoir qualifier son besoin en énergie. La troisième étape, il va y avoir une proposition de contrat avec des services, des tarifs et ainsi de suite. Quatrième étape, vous allez avoir une signature du contrat. Le prospect devient client, il accepte le contrat, il le signe, et du coup, l'entreprise va se mettre en ordre de marche pour lui fournir l'énergie. Il va passer par des tiers pour brancher le client au réseau. Et enfin, l'entreprise va émettre la première facture qui justifie justement le fait que le client est bien raccordé au réseau. Cette démarche-là, cet ensemble d'activités réalisées par l'entreprise pour fournir le service au client, eh bien on appelle ça un flux de valeur. C'est l'ensemble des activités d'une entreprise qui permettent, à partir d'un déclenchement, d'une commande, de fournir de la valeur à des utilisateurs. Ça contient l'ensemble des activités de l'entreprise, l'ensemble des personnes qui travaillent dans chaque activité de l'entreprise, le matériel, les flux de données, tout ce qui contribue à la création de valeur par l'entreprise. C'est le concept de flux de valeur. Et le fait d'aller de bout en bout, le temps pour pouvoir traverser ce flux de valeur, on appelle ça le lead time. Et c'est quelque chose qui est répétable. Première étape, identifier vos flux de valeur dans l'entreprise. Quelle valeur vous générez pour vos utilisateurs dans l'entreprise. Deuxième étape, les tribus réalisent des systèmes IT. Par rapport aux différentes activités de l'entreprise, quels sont les systèmes IT du système d'information qui soutiennent le flux de valeur dans la génération de la valeur. Donc on va le cartographier. C'est un travail d'architecture, des briques qui existent déjà. Dans notre cadre ici, si on prend la prospection du client, généralement le client il passe par le site internet grand public et autres. Encore une fois, c'est un exemple très macro. Pour pouvoir faire de la gestion de prospect, qualif, prospection, on va avoir un système de gestion de relations clients. Pour pouvoir faire de la proposition de contrat, on a un système de tarification. Pour pouvoir faire des branchements réseau, eh bien, on va se connecter à des tiers, au système d'information de tiers, pour déclencher la commande de branchement. Pour pouvoir faire de la facturation, on a un système de facturation. Et puis une fois qu'on est client, eh bien, on a accès sur Internet à son espace personnel pour pouvoir faire le suivi de ses factures et ainsi de suite. Il y a des briques dans le système d'information qui soutiennent les activités de l'entreprise. Troisième étape,
quelles sont les personnes qui travaillent sur ces différents systèmes d'information. Et là, il y a un grand message clé, la valeur ne suit pas les silos de l'entreprise. Quand on dit quelles sont les personnes qui réalisent les briques du système d'information, on pense métier, on pense développeur, on pense testeur, on pense QA, on pense UX, on pense Ops, toutes les personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre sur les différentes briques du système d'information. Et il y a besoin de les identifier. Petit retour d'expérience, lorsqu'on attaque cette partie-là de la démarche, on se rend compte que les personnes avec qui nous faisons les ateliers ont des volumes en jour-homme. Et généralement, c'est très compliqué de savoir concrètement qui travaille sur quoi. Et on a souvent des surprises. Par rapport à un volume de jour-homme, quand on regarde physiquement quelle personne travaille dessus, on se rend compte qu'il y a souvent des trous. Je vous passe les histoires de gestion budgétaire et ainsi de suite. Quatrième étape, c'est là où on va rentrer dans le concept des tribus. Dans notre cas concret ici, la solution qui a été choisie par le client, c'est de créer 2 tribus. La première sur l'expérience client et la deuxième sur l'expérience des conseillers. Améliorer l'expérience client lorsqu'il a besoin de contractualiser, d'aller chercher de l'énergie. Deuxième tribu créée, améliorer l'expérience du conseiller qui va conseiller le client dans toute cette démarche-là. Chaque tribu a une vision. Vous avez les visions qui ont été émises dans ce contexte-là. Et une tribu, encore une fois, c'est moins de 100 personnes, l'histoire du nombre de Dunbar. Et donc, vous avez un certain nombre d'équipes et c'est limité en taille. C'est un exemple, ici, concret. C'est ce qui a été créé dans ce contexte-là. Mais il y a plusieurs axes de découpe organisationnelle. Et la complexité, elle est ici. Cet exemple-là a suivi un axe de découpe suivant l'axe utilisateur. Le prospect, enfin le client, qui va devenir client, et le conseiller. Il y a plein d'autres axes de découpe possibles. La tribu, il est important de la considérer comme une organisation virtuelle. Ce n'est pas une question de hiérarchie. L'objectif des tribus, les tribus vont changer dans le temps. Elles vont évoluer en fonction de la stratégie de l'entreprise, des différentes initiatives qui sont lancées, et ainsi de suite. Si vous suivez l'axe hiérarchique, vous allez figer les choses. En France, nous avons un droit social particulier qui empêche, si vous avez une hiérarchie horizontale, d'avoir de la souplesse au niveau de la taille des tribus, des équipes qui sont à l'intérieur. Donc il faut bien décorréler la hiérarchie de l'organisation opérationnelle. C'est pour ça qu'on utilise le mot de organisation virtuelle. Et par rapport, si on tient compte de ça, les différents critères qui rentrent en compte pour pouvoir trouver un axe de découpe, je vous en ai listé certains ici, le produit ou la solution, le client, on a choisi l'axe utilisateur dans le précédent exemple, donc on est sur cet axe de découpe-là, le segment de marché, par service rendu au client, on va être un peu plus fin dans les process, par domaine fonctionnel, et parfois des tribus par système ou par composant du système d'information. Ça existe. Les critères d'aide à la décision, pour pouvoir justement choisir par rapport à ces axes de découpe-là. Plusieurs choses rentrent en compte. Tout d'abord, la stratégie de l'entreprise. Encore une fois, ce n'est pas le tout de dire on crée des tribus, mais pourquoi est-ce qu'on crée des tribus? Où va l'entreprise et en quoi la tribu va contribuer à cette stratégie? Parce que derrière, il y a une logique de gestion de budget. Et les tribus, qui sont des équipes stables, on est en mode capacitaire. On rentre en mode produit, on n'est plus en mode projet. Ces budgets, on va investir sur les tribus sur le long terme, pour qu'elles soient stables. Donc les tribus répondent à une stratégie d'entreprise. La stratégie va être un facteur clé d'identification de l'axe de découpe. Deuxième sujet, la taille. Vous avez des tribus de moins de 100 personnes. Si vous avez plus de 100 personnes, vous allez rentrer dans une complexité supplémentaire. Il vaut mieux avoir des petites tribus que des grandes tribus. Et donc on va tenir compte du nombre de personnes qui travaillent sur les différents systèmes comme axe de découpe. Et potentiellement, on ne pourra pas faire du bout en bout. Quand je vous ai montré là, un tunnel de souscription là, juste avant, si vous avez plus de 100 personnes qui travaillent sur l'ensemble des briques applicatives, comme c'est souvent le cas dans les grandes entreprises françaises, parce qu'on a des gros systèmes d'information, eh bien, il va falloir trouver des axes de découpe et on aura des tribus qui ne vont pas forcément faire du bout en bout sur le flux de valeur. La longévité, la stabilité. Le concept, encore une fois, on est dans un mode capacitaire. Les équipes, on va les constituer sur le long terme. On va travailler sur l'efficacité des équipes, le fait de savoir travailler ensemble. La tribu, elle va être stable. On ne va pas la staffer au fur et à mesure en fonction des besoins, comme une gestion de projet ou de ressources classique. Donc la stabilité, donc le budget que l'on a pour pouvoir investir sur cette stabilité-là, est un critère de décision. Les sources de financement, je viens d'en parler. La localisation. On préfère avoir des équipes colocalisées. On préfère avoir des tribus colocalisées.
Sans personnes colocalisées, il y a des impacts sur la logistique. Donc, si on peut, privilégions des tribus où on a tout le monde sur site, plutôt que d'avoir des tribus qui sont virtuelles. La localisation, surtout par la distance ou les barrières de langue, est un critère de décision. La criticité des systèmes des composants, quand je vous parlais de mettre des tribus par système ou par composant, il y a certains systèmes qui sont critiques, qui sont transverses. Et donc il y a besoin d'avoir des équipes dédiées sur ces briques qui sont critiques sur le système d'information. On peut avoir des tribus qui contribuent à la valeur de l'entreprise, mais qui sont orientées système ou composant. On est à combien de temps? Je tiens mon timing, je tiens ma promesse, j'espère. 15 minutes. Le takeaway, les 4 étapes pour pouvoir identifier vos tribus. Je répète, 1, identifier vos flux de valeur. 2, identifier les systèmes qui contribuent à ces flux de valeur-là. 3, les personnes qui travaillent sur les systèmes. 4, les tribus, suivant les axes de découpe. Les tribus, je le répète, vont évoluer. L'idée, c'est de commencer vite, au fur et à mesure. Ne lancez pas 50 tribus en même temps. Lancez 1, puis 2, puis 3, apprenez. Elles vont évoluer et l'idée, c'est de tester et de s'adapter au fur et à mesure. C'est une structure adaptable, souple, qui répond à la stratégie de l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous avez beaucoup parlé de taille maximale. Est-ce qu'il y a une taille minimale? J'ai un micro qui fonctionne, c'est bon. Taille minimum, on va être sur à peu près une 50aine de personnes. En dessous, il y a d'autres manières de faire. Je fais beaucoup l'amalgame entre les tribus et les trains safe. On pourra en discuter en aparté si vous voulez après. Mais les mécaniques que l'on va mettre en place pour faire fonctionner une tribu, en dessous de 50 personnes, il y a un surcoût de cérémonie et des choses comme ça, ou de rôle même pour pouvoir encadrer. Donc en dessous de 50 personnes, ça ne vaut pas forcément le coup. Donc en fait, le nombre de nœuds barres, on est entre 50 et 125. Oui. Il y a une question ici. Ouais. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, différentes difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en place de tribus? Parce que là, vous donnez la solution, mais l'objectif, c'est aussi de partager sur le REX. Je vais orienter ma réponse sur cet exercice-là. Quand on fait ce genre d'exercice-là, on ne peut pas le faire avec les 2000 personnes. Donc on a besoin d'avoir un panel d'utilisateurs représentatifs dans l'organisation pour le faire. La principale difficulté, c'est d'avoir les bonnes personnes autour de la table. Identifier les flux de valeur, ça paraît facile comme ça. Lorsqu'on pose la question à des hauts dirigeants et entreprises, quels sont vos flux de valeur, généralement, voilà, on a des beaux référentiels de processus, des choses comme ça, c'est pas nouveau, hein. Mais quelle est la valeur de l'entreprise? C'est déjà en soi un exercice compliqué. On a besoin des bonnes personnes. Quand je vous dis de trouver les systèmes, les briques du système d'information qui soutiennent le flux de valeur, on a besoin d'avoir les archis et ainsi de suite pour pouvoir faire cet exercice-là. Et dans les systèmes d'information des grandes entreprises, il y a tellement de briques, c'est un exercice également compliqué. Les people, je parlais tout à l'heure, on a des volumes en jour homme, alors les gens, les noms, les physiquement qui travaillent réellement dessus, toute hiérarchie confondue, toute expertise confondue. Pareil, on a besoin d'avoir un panel de personnes autour de la table pour pouvoir aller les chercher. C'est compliqué. Et après, trouver l'axe de découpe en fonction de la stratégie de l'entreprise, pareil. Donc vraiment, c'est les bonnes personnes autour de la table pour faire cet exercice-là. Et ce n'est pas forcément les mêmes en fonction des différentes étapes. Il y a une question ici, là-bas, pardon. J'en ai une aussi. J'imagine bien ces tribus-là discuter entre elles, essayer de trouver des solutions. Comment après elles mettent en pratique? Qu'est-ce qu'elles réalisent in fine et vu que l'organisation est virtuelle, comment elle délivre? La tribu, elle a une vision. Donc si on la constitue, c'est dans le cadre de la stratégie d'entreprise et pour un objectif particulier, un objectif plus ou moins long terme. Dans le cadre de ces visions-là, on est en logique capacitaire. Les gens sont là, les gens sont staffés à 100%. Et l'idée, c'est de les alimenter, d'alimenter la tribu avec de la valeur. C'est pour ça que je parlais de mettre le métier dans les tribus. Justement, c'est eux qui, par rapport à la stratégie d'entreprise, vont donner aux équipes de la tribu des choses à faire, d'un point de vue business, qui génère de la valeur. Et c'est de l'alimentation en continu. Donc il y a tout un enjeu après d'alimentation, parce que si on n'alimente plus la tribu en mode capacitaire, on a des gens qui peuvent rester à rien faire sur le bench. Donc c'est une mécanique d'alimentation par la valeur en continu qui demande de l'anticipation. Et généralement, on va puiser dans Kanban et ainsi de suite pour pouvoir gérer ce flux-là. Il y a plein d'interlocuteurs en amont. Voilà. Oui. Bonjour, j'avais une question, mais je crois que vous y avez répondu. Je me posais la question, est-ce qu'un employé peut être partagé parmi différentes tribus ou est-ce qu'il est à 100% staffé? Mais je crois que on va chercher la personne staffée à 100%, dédiée à la tribu. Il y a
dans certains contextes, des compétences qui sont transverses. Mais du coup, on les identifie comme des pools de compétences qui sont à côté, mais on va essayer de les avoir à la demande. Après, il faut les sizer par rapport à ça. Donc, tout n'est pas en tribu, ça c'est un message aussi important. Dans une entreprise, on n'a pas forcément des tribus partout. Il y a des tribus qui ont peut-être des objectifs particuliers et puis d'anciens modes de fonctionnement qui fonctionnent peut-être très très bien, et des pools de compétences plus transverses que l'on va chercher à la demande quand la tribu en a besoin. Mais on va essayer de privilégier l'autonomie des tribus, qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement sur certaines compétences qui ne sont pas disponibles, donc d'avoir ces gens à l'intérieur des tribus. Merci. Bonjour. Pouvez-vous donner quelques exemples de durée de vie type de tribu? Pardon, de durée de vie type durée de des tribus, et qu'est-ce que vous constatez et qu'est-ce qui est souhaitable, s'il y a une différence? Alors, ce que je constate, ce sont des tribus, enfin, de ce que je vois dans mes retours d'expérience, ce sont des tribus où on a généralement plaqué l'axe hiérarchique vertical. Donc, ce sont des tribus qui sont pensées comme durables dans le temps, mais voire figées dans le temps, comme la nouvelle organisation de l'entreprise. Mon avis, et ça je n'engage que moi, c'est que lorsque la stratégie d'entreprise change, des objectifs métiers peuvent changer, on perd une capacité de s'adapter par rapport à des priorités business, parce que la tribu est figée. Du coup, ok, donc la tribu est figée, donc c'est comment on l'alimente avec autre chose. Du coup, la vision de la tribu change, potentiellement on n'a plus les bonnes personnes dedans et ainsi de suite, donc ça crée plein de problèmes. Donc ce que je constate, c'est que ce sont des tribus qui sont lancées sur des durées de vie très très longues. Une bonne durée de vie, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, sachant que quand on met en place ce genre de mécanique-là, on met en place également une gestion de portfolio au-dessus de toutes les tribus, qui va gérer la stratégie d'entreprise, la gestion budgétaire et alimenter les tribus avec des grandes initiatives d'entreprise. Et dans ce cadre-là, c'est du lean portfolio management. On a un exercice de gestion budgétaire qui est semestriel. On revoit l'allocation budgétaire tous les semestres et du coup, on adapte les tribus en fonction des priorités business qui ont peut-être changé durant les 6 derniers mois. Donc ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas stables, mais en tout cas, tous les 6 mois, on se donne la capacité de les faire évoluer, de les faire grossir ou de les rétrécir. Par contre, j'insiste, c'est que quand on fait un exercice de rétrécissement, potentiellement, ce sont des squads qui passent dans une autre tribu. On ne démantèle pas les équipes. Les équipes, elles ont travaillé ensemble pendant un certain temps et on va garder cet apprentissage. Apprendre à travailler ensemble, ça a de la valeur, ça prend du temps. Donc, c'est peut-être des équipes qui vont passer de tribu en tribu. Ça sera la dernière question. Dans l'exemple que vous présentez, combien de temps ça a pris entre le moment où vous décrivez, il y a la description de la chaîne de valeur, les sous-systèmes, on constitue un peu les équipes, on décide du type de découpage qu'on va prendre. Entre le moment où vous intervenez et le moment où ça devient opérationnel, ça prend à peu près combien de temps? Ce que j'ai vécu, en moyenne, c'est 3 mois. Le temps d'avoir les personnes, entre le moment où on se dit on le fait, de monter les différents ateliers, d'avoir les personnes disponibles pour les différents ateliers, c'est pas un seul atelier, c'est des itérations par étape. Ce que je constate, c'est que c'est en moyenne 3 mois. Merci. Merci beaucoup.